Nous sommes à 10 jours de l'élection américaine. Les sondages sont extrêmement serrés. C'est très compliqué de dire à une semaine de l'élection américaine qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, va remporter cette élection. On va en parler avec Laurie Kenton, qui est spécialiste d'histoire et de la civilisation américaine, maître de conférence à l'université de Versailles 51. Ces dernières heures, c'est un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, les démocrates ont reçu le soutien donc Kamala Harris, de personnalités américaines. Alors, Leonardo DiCaprio, Bruce Springsteen et, par exemple, Beyoncé. Je ne suis pas là en tant que célébrité, je suis là en tant que mère. Une mère qui se préoccupe du monde dans lequel mes enfants et tous les autres enfants vivent. Un monde dans lequel nous avons la liberté de contrôler notre corps. Bonsoir Laurie Kenton, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Il est 20h33. Alors, je voulais passer ce son, c'est vrai que c'est amusant, on peut entendre Leonardo DiCaprio, Bruce Springsteen. Nous, on n'a pas ça du tout en France, mais est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça pour la candidate démocrate que les stars d'Hollywood se mobilisent, Laurie Kenton? On peut voir ça de deux côtés. Bonsoir. On peut voir ça de deux côtés. Soit, alors les Trumpistes vont toujours trouver que c'est ridicule parce que ça veut dire que c'est le parti des milliardaires. Bon, d'accord. Les fans de Bruce Springsteen, a priori, ils votent déjà pour Kamala Harris. Donc, je suis pas sûr que ce soit une opération très gagnante. Mais il vaut mieux les avoir de son côté que contre soi. C'est toujours bon à prendre. Ils permettent de lever des fonds, ce qui indirectement fait vivre la campagne. Ça, c'est l'argent en fait. C'est pour ça qu'ils se mobilisent. Ils vont pas faire. Oui. Pardon. C'est pour ça qu'ils se mobilisent. Effectivement, l'intérêt de leur mobilisation, c'est l'argent en fait. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a le premier intérêt, disons indirect, qui se compte pas forcément en voix, c'est de faire vivre la campagne et faire vivre les gens qui vont aller taper aux portes, qui vont aussi toutes les pubs de campagne. Ça coûte un argent absolument délirant. Donc tout ça a un prix et les stars, notamment d'Hollywood, permettent ces levées de fonds. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le côté cool en fait, c'est-à-dire c'est d'essayer de gratter des gens qui s'intéressent pas à la politique et qui s'intéressent pas ou carrément détestent les politiques, les considèrent comme tous pourris, etc. Ça m'intéresse pas, j'y comprends rien. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Et en fait, le fait de voir sa star préférée, que ce soit Beyoncé, Taylor Swift ou d'autres, s'intéresser, soutenir, etc. Peut-être que ces gens-là, c'est le calcul, vont se dire tiens, peut-être falloir que je m'intéresse à Kamala Harris si Taylor Swift dit que, si Beyoncé dit que, et donc ça permet de récupérer des gens qui sont éloignés du politique. Et éventuellement de les ramener à soi. Taylor Swift a fait ça avec son fameux post Instagram là où elle appelait les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et alors on a beaucoup spéculé pour savoir si ça allait fonctionner ou pas. Ce qu'on peut dire objectivement, c'est que quand elle fait ce genre de message, c'est pas la première fois, il y a une explosion des inscriptions sur les listes électorales et ce qu'on sait, c'est que généralement ça se convertit en vote. Bon. Incroyable. Je ne sais pas si c'est transposable en France, ça. Franchement, non. On n'a pas les mêmes systèmes. Enfin, on n'a pas des stars forcément. Assez puissantes. Personne, mais ceux qui en France, non. Voilà. Mais en France, on n'a pas de Bruce Springsteen. Enfin, bon, bref. Après, on va se faire des ennemis. On va se faire des ennemis. Mais non. En fait, le problème, c'est que ceux qui se sont mêlés de politique, soit on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire quand des acteurs de gauche soutiennent les candidats de gauche, on dit les millionnaires soutiennent la gauche, et puis quand un certain nombre d'artistes ont soutenu Nicolas Sarkozy par exemple, c'était la fin de leur carrière, donc maintenant plus personne ne veut s'occuper de politique. Et on l'a vu ça en 2022 en particulier, ça a été noté dans la presse qu'il y avait un désert artistique pour soutenir les candidats. Donc il faut vraiment qu'il y ait par exemple Marine Le Pen au deuxième tour pour que un certain nombre sortent de leurs réserves, mais enfin globalement il y a un évitement du politique de la part des artistes parce qu'il y en a un certain nombre qui ont laissé les plumes, bien sûr. À propos de cette élection américaine, Laurie Kenton, où en est-on exactement de notre petite de la France, de là où nous sommes? On a un peu le sentiment que la candidate démocrate est en difficulté face à Donald Trump qui, malgré ses emportements, malgré le Capitole, la liste est longue,
La liste est longue, oui. Mais oui, il est au seuil de remettre un pied à la Maison Blanche. Mais il y a 4 ans, c'était inimaginable. Enfin, quand avec le Capitole. Il y a 6 mois, c'était très imaginable quand même. Ouais, il y a 6 mois. En face de Joe Biden. Ouais, en face de Joe Biden. Ouais. Alors c'est quoi à qui la faute, Laurie Kenton? Enfin, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Il y a plusieurs explications qui se combinent et ce qu'on voit généralement, c'est qu'il y a un certain nombre de gens. Alors, il y a 2 types d'électeurs trumpistes. Il y a les fans absolus qui de toute façon considèrent que toute attaque est un mensonge. Donc ça, de toute façon, ils sont absolument imperméables à toute critique et ils sont plutôt du genre à applaudir tout ce qui sort un peu du cadre, qui est disruptif, violent, etc. Parce que pour eux, c'est une solution pour sauver une Amérique qui est en train de couler. Donc ça, eux, ils voient ça d'un bon œil. Ce que d'autres voient ça d'un mauvais œil, eux, ils voient ça d'un bon œil. Et puis, il y a tous ceux qui disent explicitement qu'ils n'aiment pas Trump, ou qu'ils l'aiment pas trop, qu'ils aimeraient bien qu'il tweete moins, qu'il soit un petit peu moins. Mais finalement, en fait, ils s'en foutent parce que de 2 choses l'une, soit c'est bon pour eux parce qu'ils pensent que à tort ou à raison, hein, peu importe, qu'il est meilleur pour l'économie, qui va gérer le pays comme un chef d'entreprise. Il a fait énormément de faillites dans sa carrière, mais ça, visiblement, ils le savent pas trop ou ils veulent pas le savoir. Et puis, il y a le côté également, c'est pas seulement Trump, mais c'est un républicain, donc c'est mieux pour le business. Moi, je suis auto-entrepreneur ou j'ai une petite entreprise, donc finalement, je l'aime pas trop, mais bon an mal an, c'est peut-être mieux pour moi. Et après, il y a un autre point qui est un petit peu plus dérangeant du point de vue de la politique, c'est tous ces gens qui disent « Ah, mais la vie est devenue beaucoup trop chère, c'était mieux avant, au moins sous Trump, les prix étaient moins chers. » Donc les gens ont l'impression que voter Trump, c'est une machine à remonter le temps et que les prix vont revenir d'un coup, pouf, le 6 novembre, ils vont revenir au niveau de 2019. Ça, le problème, c'est que c'est pas possible et que Trump a hérité de l'économie d'Obama en 2016 et que Trump va hériter de l'économie de Biden et donc des niveaux de prix de Biden s'il est réélu. Et donc, quand il arrivera au pouvoir en janvier 2025, il va pas faire s'effondrer les prix comme ça en claquant des doigts. Donc ça, c'est un raisonnement qui est complètement fallacieux, mais c'est un petit peu le problème de la démocratie, c'est que toutes les voix comptent, y compris les gens qui ont des raisonnements économiques qui tiennent pas debout. Et c'est en gros ce qui anime une bonne partie des gens qui n'aiment pas Trump, mais voteront ou sont prêts à voter Trump pour ça, pour la question des prix. Un mot sur Kamala Harris et notamment sa posture dans cette dernière ligne droite de campagne présidentielle. Kamala Harris qui, par exemple, traite Donald Trump de fasciste. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de la candidate démocrate de tomber justement dans les travers de Donald Trump ? On verra si c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie après les résultats. Pour l'instant, c'est une stratégie. Alors, il y a une différence on compare souvent avec Biden et on dit elle fait du Biden. Non, Biden, il avait une campagne assez négative sur Donald Trump, mais c'était quand même relativement tôt. Et là, on est dans un timing qui est complètement différent. Là, on parle aux indécis. Les gens qui ont fait leur choix, de toute façon, eux, ils ont même déjà voté. Donc, c'est pas eux qu'on va essayer de convaincre maintenant. On va essayer de convaincre entre maintenant et le 5 novembre tous ceux qui n'ont pas encore décidé. Et ça peut être le petit truc qui les fait pencher finalement du côté de Kamala Harris parce que c'est quand même pas acceptable, ça fait peur, on se demande, etc. Et donc ça peut les faire basculer. Donc c'est pas du tout le même public auquel on parle. Donc pour moi c'est pas la même stratégie. Est-ce que c'est pertinent? Disons que sur la campagne positive qu'elle a faite au début, ça permettait d'énergiser un peu les foules et c'était pas du luxe parce qu'elle avait quand même une popularité qui était très basse et là-dessus, elle a réussi son pari d'inverser un petit peu la courbe et de mener une campagne qui est beaucoup plus robuste que ce qu'on aurait pu craindre parce qu'elle était quand même pas très aimée au début. Donc là-dessus, mission accomplie. Après, sur la fin de la campagne, il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels ça n'accroche pas vraiment. Sur l'immigration et sur l'économie, de toute façon, les gens voient Trump et les républicains comme supérieurs. Donc, elle a un peu réduit l'écart sur la crédibilité économique. Il faut pas oublier ça quand même. Mais évidemment, quand toute une volée d'anciens collaborateurs de Trump, tous plus républicains les uns que les autres, le traitent de fasciste, il y a peut-être quelque chose à exploiter dans le cadre de sa campagne. Elle aurait tort de se priver là-dessus. C'est pas elle qui l'accuse de fascisme. Elle reprend les termes, notamment de John Kelly, son ancien chef de cabinet.
Autre question, Laurie Kenton, spécialiste de l'histoire et de la civilisation américaine. Et pour nous, Français, toujours pareil, je regarde avec nos yeux, qui de Kamala Harris ou de Donald Trump serait le meilleur président ? Alors, du point de vue français, il faut pas se faire d'illusions. On a toujours des étoiles dans les yeux quand on pense aux Américains. Ils défendent d'abord leurs intérêts. Ah oui. Et on a America vu avec l'affaire first. des sous-marins australiens que ça a beau être Biden, quand les intérêts américains sont en jeu, il n'y a plus de sentimentalité. On peut ranger Lafayette. Il y a vraiment plus d'histoire commune. Ouais. Donc, si Kamala Harris est élue et qu'elle doit faire valoir les intérêts de l'économie américaine contre les intérêts européens ou français, elle se privera pas de le faire. Donc, il faut pas non plus. En revanche, c'est vrai qu'on a deux types de diplomatie qui sont très différents. On va avoir un type de diplomatie assez classique qui respecte les alliances dans la limite des intérêts, mais qui est plus ordonné, on va dire, avec Kamala Harris. Et on va avoir un type de diplomatie un petit peu plus imprévisible, plus transactionnel, comme on dit, avec Donald Trump. Donc là-dessus, c'est plus compliqué à gérer parce qu'on sait jamais trop quel coup il va jouer et comment et s'il va se tenir à une ligne ou s'il va faire demi-tour assez rapidement. Donc le problème principal d'une hypothèse Trump, c'est l'imprévisibilité et puis le fait qu'il est beaucoup plus engagé dans une guerre douanière avec un certain nombre d'adversaires. D'abord la Chine, mais il est pas fan de l'Allemagne et comme l'Allemagne c'est l'Europe, il va s'en prendre également à l'Europe. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais il a plus ou moins la main. Ça c'est important parce que sur pas mal de points, il va être limité par le Congrès. Ouais. Donc faut pas trop s'inquiéter sur certains points. En revanche, sur la politique douanière, il a beaucoup plus la main. Et donc là-dessus, il peut faire beaucoup plus ce qu'il veut et Dieu sait ce qu'il veut. Ça pourrait, voilà, exactement, et ça pourrait devenir un problème pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Laurie Kenton. J'espère qu'on aura la chance de vous recontacter la semaine prochaine. Peut-être qu'on y verra un peu plus clair samedi prochain, à quelques jours de cette élection présidentielle où tout peut arriver. Nous reviendrons vers vous. Évidemment, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Il est 20h44. Une petite annonce antenne pour les copains. Tous les week-ends, samedi et dimanche, 6h10. Retrouvez les pronostics de Thierry Léger pour les plus grandes courses hippiques, Paris-Longchamp, Vincennes, Chantilly, Auteuil. Vous retrouvez également tous les pronostics de Thierry Léger en podcast et en replay sur le site et l'application Europe 1. Voilà, c'était pour Europe 1.